Bonjour à tous, très content de vous retrouver à nouveau aujourd'hui sur cette chaîne pour un nouveau chapitre, un nouvel épisode de notre série rétrospective de l'année 2021, puisqu'aujourd'hui on va s'intéresser à House of Gucci, le deuxième film donc de Ridley Scott dont on parle dans cette série, après la vidéo sur le dernier duel, vers laquelle je vous renvoie si vous ne l'avez pas déjà vu. Et donc cette fois ça ne se passe pas en France, mais en Italie et aux États-Unis, puisqu'on s'intéresse à la vie de la famille Gucci, qui a une histoire vraiment scorsésienne pour le coup, qui devait être adapté au cinéma depuis assez longtemps d'ailleurs, depuis près de 15 ans je crois. Et plus particulièrement le film se concentre sur le personnage de Patrizia Reggiani, qui est donc pas vraiment une Gucci. On verra que c'est une problématique aussi importante du film. Et donc aujourd'hui on parle du dernier film de Ridley Scott, House of Gucci. Alors la première chose dont on peut parler, c'est la structure, puisqu'on a dit que c'était une histoire très scorsésienne, pour faire référence évidemment à Martin Scorsese. La structure, c'est justement ce qui va trahir de ce lien, puisque c'est celle de ses plus grands films, Raging Bull, Les Affranchis, Casino, ou encore Le Loup de Wall Street. C'est une structure qui évoque, dans un premier temps, l'ascension du ou des protagonistes, et puis à un moment donné, le point de bascule, suivi du déclin ou de la déchéance, qui va être ici, comme souvent d'ailleurs, lié à des problèmes avec la justice, qui vont rompre la sérénité du couple entre Maurizio et Patrizia. Mais à la différence des autres films avec cette même structure, là on n'a pas spécialement de moment d'instant où les personnages sont à leur apogée, sont au sommet de leur gloire. Il y a peut-être juste Maurizio à la fin qui a un court instant de gloire, avant qu'il soit invité à vendre ses parts, dans l'entreprise. Et c'est quelque chose d'assez étrange, mais on sait que le but de chacun, ça va pas être d'avoir son moment de gloire, particulièrement. Et d'ailleurs, comme le dit Lady Gaga au début, ils ne se battent pas pour une couronne ou pour des terres, mais pour leur propre peau. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo comme ça. Et aussi parce que c'est une phrase hyper intéressante, quand on sait que leur argent vient justement de la peau de vache que l'on voit dans le film d'ailleurs. Et donc, ça a un sens métaphorique. Et il y a une autre chose aussi, c'est l'histoire du nom ou du sang. Le fait que l'histoire se focalise sur un personnage qui, a priori au départ, ne fait pas exactement partie de la famille Gucci, et part donc du même point de vue que le spectateur, c'est-à-dire d'un point de vue extérieur. Et pendant tout le film, on peut voir qu'elle cherche désespérément à devenir l'une des leurs, mais à chaque fois on lui rappelle qu'elle n'appartient pas à cette famille, et elle va toujours à ce moment-là chercher la défense de son mari, qui ne vient jamais. Et l'idée du sang, de la descendance, c'est quelque chose contre lequel les personnages semblent se rebeller au début. Maurizio préfère vivre avec sa femme et loin de son père, par exemple, qui la rejette parce qu'elle est soi-disant attirée par leur argent. Mais au final, Maurizio aussi la rejette, pour vivre avec une femme de son milieu. Donc même s'il a combattu son père, sur le terrain des idées en tout cas, il devient exactement comme lui à la fin. Et pareil pour Aldo, le père de Paolo, qui semble éprouver un rejet pour son fils qu'il qualifie d'idiot, et à un certain point, il paraît plus proche de Maurizio et de Patrizia que le propre père de Maurizio, et finalement il finit par vivre avec son fils Paolo, parce que tout simplement il y a quelque chose, alors c'est assez terrible de dire ça, mais ce sont les parts, les 50% qu'il possède de l'entreprise, et c'est ça qui les relie. Et je voulais terminer en parlant du corps et des mouvements, dans un pays d'Italie dans lequel le langage passe aussi et surtout par le corps. Là on a un film qui raconte énormément de choses par les mouvements de ses personnages. La volubilité de Patrizia par exemple, qui s'oppose à la raideur de Maurizio, ce qui raconte beaucoup de choses dans le récit. Il y a quelque chose dans les gestes de Maurizio qui évoque aussi la gêne au début du film, le fait qu'il recule souvent son visage, ce qui crée des rides sous son menton, et ce qui trahit le manque de confiance du personnage donc. Et il y a aussi des mouvements qui sont assez inhabituels, qui sont assez maladroits chez lui. Quand il est au téléphone par exemple au début, ou quand il la rejoint dans le bain, ses gestes à ce moment-là, ils expriment toute sa maladresse. Et c'est comme ça qu'on comprend énormément de choses sur le personnage, et qu'on est, quand on connaît pas l'histoire en tout cas, davantage surpris à la fin de ce qui lui arrive et de ce qu'il devient. Alors maintenant on passe à la partie qui concerne mon avis, qui va a priori être plus longue que la première partie, la partie analyse. Ce qui en général n'est pas très bon signe dans cette série quand la partie analyse est plus courte que la partie sur mon avis.
Et je vais être honnête avec vous, honnêtement, j'ai pas trouvé énormément de choses à dire sur l'analyse aujourd'hui. J'espère que ça s'est pas trop vu. Et je vais commencer par parler des performances des acteurs, avec le très positif, c'est-à-dire Adam Driver, qui ne nous a jamais déçus dans cette série, que ce soit dans Annette ou dans le dernier duel. Adam Driver, donc, qui a un rôle très évolutif, c'est peut-être le seul personnage d'ailleurs, ou le personnage qui a le rôle le plus évolutif en tout cas, peut-être avec Lady Gaga aussi, mais c'est plus impressionnant quand même chez Adam Driver. Il passe d'un personnage timide qui ose à peine faire des avances à Patricia, à un personnage trompeur qui la quitte alors qu'il s'est originellement battu pour vivre avec elle, plutôt qu'avec son père, comme on l'a dit. Et ce paradigme s'exprime très bien dans la performance de l'acteur, qui gagne en assurance au cours du film. C'est un peu comme Le Parrain, dans la mesure où celui qui ne voulait pas diriger se retrouve justement dans la peau de celui qui dirige et qui le souhaite finalement. Et donc, comme on l'a dit précédemment, ça passe par les mouvements de son corps, le mouvement de recul avec son menton, qui disparaît progressivement au cours du film. Et j'ai trouvé aussi Lady Gaga très juste, c'était la première fois que je la voyais au cinéma, et j'ai surtout trouvé quelque chose d'un très intéressant chez elle, c'est cet air typiquement méditerranéen. Étant moi-même issu d'une famille latine, je me suis totalement imaginé que Lady Gaga aurait pu faire partie de ma famille, ce que j'ai trouvé assez remarquable, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut retrouver chez Adam Driver par exemple, même si ça s'explique par le fait que, d'ailleurs il le dit à un moment, que son sang a été dilué avec celui de sa mère qui est d'origine allemande je crois. Mais c'est quelque chose de moins excusable par exemple chez Jeremy Irons, qui ne peut cacher ses origines anglaises, et en revanche c'est quelque chose qu'on trouve tout naturellement chez Al Pacino, notamment, et c'est une scène que j'ai trouvée incroyable au niveau du jeu, notamment donc lorsqu'il s'énerve parce que son fils a vendu ses parts de la société Gucci. Il y a un emportement qui est typiquement latin, qui est un peu dans l'exagération, mais une exagération qui est presque naturelle chez les latins. Donc c'est vraiment juste dans le ton à ce moment-là, ce désespoir qu'il exprime, qui est suffisamment fort pour faire comprendre au spectateur que c'est la fin de la bataille. Et par opposition, il y a le cas Jared Leto, que j'ai pas tellement compris, pour être honnête. Là on a un exemple d'une exagération qui est pas du tout dans le ton pour le coup, et il est tellement pas dans le ton, il est tellement exagéré, que ça en devient presque risible. Et le film, en lui-même, je l'ai trouvé très irrégulier, franchement. Il y a des choses qui sont bien, il y a des scènes qui fonctionnent bien, voire très bien, et d'autres pas du tout, tant au niveau de la mise en scène que du montage. Et je dois dire que le montage, c'est une des premières fois de ma vie où je vais au cinéma et je remarque autant d'erreurs de montage. En plus des choses qui pourraient être rectifiées, qui pourraient marcher à quelques secondes près. Donc ça accentue davantage le fait de voir les erreurs. Il y a quelque chose par exemple que j'avais retrouvé il y a quelques temps sur YouTube, un extrait de la transition entre le cri de Jared Leto et un son de klaxon. Et en commentaire de cette vidéo, il y a quelqu'un qui dit que c'est même pas une astuce de montage, mais c'est que Jared Leto était tellement dans son personnage qu'il s'est transformé presque en klaxon de voiture. Mais celui qui m'intéresse sérieusement, c'est le deuxième commentaire, qui disait que le problème avec le film, c'était qu'on ne savait jamais si c'était une comédie un peu extravagante, une comédie noire un peu extravagante, ou un drame, une tragédie. Et je pense que ça résume très bien l'erreur qu'on retrouve dans le film. Et c'est une erreur, en le revoyant, que j'attribuerais pas seulement à la mise en scène, ou aux performances de certains acteurs, mais aussi à la musique. Et je parle pas spécialement des musiques non originales, mais plutôt des musiques de la bande originale, composée par Harry Gregson Williams, qui avait déjà composé celle du dernier duel. Mais là, il y a vraiment un décalage de ton entre les images et la musique, au début en tout cas, qui, je pense, n'est pas volontaire en plus. Enfin, en tout cas, de manière volontaire ou non, c'est raté tel que c'est fait. Donc voilà, je sais pas ce qui est vraiment passé par la tête de Ridley Scott à ce moment-là. J'avais déjà parlé du fait, la dernière fois, que je trouvais que c'était pas un très grand réalisateur. Et j'en ai parlé avec un ami qui m'a dit qu'il tournait avec plusieurs caméras en même temps sur le plateau, ce qui donne lieu à des problèmes au montage, comme on l'a vu plus tôt. Et ce qui surtout donne un aspect très télé au niveau de la mise en scène, que personnellement j'ai pas envie de retrouver quand je vais au cinéma. Il y a des scènes par exemple qui ont un aspect assez étrange, celle de la rencontre entre Patricia et Maurizio, quand elle arrive à la fête,
Il y a un côté film étudiant presque, dans la chorégraphie, la mise en scène, qui vraiment m'a surpris la première fois que je l'ai vu. Et ça représente aussi dans le film la première chose qui est ratée, puisque avant tout est réussi, je trouve. Et à partir de ce moment-là, je m'amuse à compter les erreurs qu'il y a jusqu'à la fin. Et il y a aussi un dernier point dont je voulais parler, c'est la photographie, qui est globalement toujours la même, c'est-à-dire des éclairages très blancs, très ternes, dans la majorité des scènes, et qui contrastent avec la vision colorée qu'on aurait d'une marque comme Gucci. Donc là aussi, je pense que Ridley Scott rate son objectif. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je dois dire encore une fois que j'ai pas eu grand chose à dire dans la partie analyse. Je pense que la plus intéressante, c'est celle où je donne mon avis. Et j'en profite pour vous dire que vous pouvez donner le vôtre en commentaire, puisque c'est un espace qui vous est dédié. Donc profitez-en. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On continue évidemment nos rétrospectives Tarantino et 2021. Et la série aussi sur les maîtres du cinéma. Avec sûrement une prochaine vidéo sur James Gray. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.